Voilà, bonjour à tous. Vous savez que cette réunion BDN est un petit peu particulière puisqu'on a la chance d'accueillir Jean-Paul pour des questions d'organisation. Nous avons enregistré en fait cette séquence que je vous rediffuserai tout à l'heure. Maintenant, vous êtes quelques-uns à nous avoir posé des questions que je vais poser à Jean-Paul et on pourra, si Jean-Paul est d'accord et s'il y a d'autres questions qui seront soulevées cet après-midi quand on diffusera, on lui enverra aussi ce complément de questions. Donc Jean-Paul, merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire cette présentation. Quand j'avais évoqué ton nom, et d'ailleurs c'est des personnes au sein du club BDN, et tiens, ce serait vraiment bien d'avoir un économiste qui puisse nous faire une intervention, parce qu'on est tous un peu perdus avec cette crise qui est extrêmement complexe, extrêmement anxiogène, et on entend tellement de choses à droite et à gauche qu'on voit plus très clair. Donc le sujet dit, tiens, ce serait bien d'avoir un économiste, et dans les noms, il dit, l'idéal, ce serait Jean-Paul Bedbez. Je dis, ça tombe bien, comme je te connais un peu, tu as gentiment accepté de faire cette intervention. Donc voilà, si en quelques mots ou de façon, si tu peux voir ce que tu ressens, quoi c'est. Je sais qu'il y a un thème qui t'intéresse aussi, c'est pas l'après et l'avant Covid, mais je te laisserai déployer un petit peu cette expression qui m'a beaucoup plu quand on a préparé cette intervention. Et je te donne tout de suite la parole. Bonjour à tous. D'abord, perdus, on l'est tous. Hein. C'est-à-dire que c'est pas les économistes uniquement qui sont perdus. Il y a aussi les virologues, il y a aussi les hommes politiques, il y a aussi tout le monde, tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué ce qui se passe. On a un peu le sentiment de vivre un peu des poupées russes. Et au cœur, pour moi, de la poupée russe, il y a d'abord une énorme révolution industrielle, technologique, qui est en train de se mettre en place depuis 20 ans sur les technologies nouvelles qui se mettent en place et qui bouleversent le monde du travail. Premier élément de cette matrioshka russe. Deuxième élément, juste un peu plus haut, c'est effectivement la façon dont les gens vont réagir et les pays vont réagir avec concurrence ou complémentarité. Et c'est là que l'on a le deuxième élément qui apparaît, qui est les États-Unis versus la Chine. Et au début, c'était très ami, puisque au fond, les États-Unis avaient besoin de produits chinois pas chers, et en plus, les Chinois faisaient du crédit, puisque une fois qu'ils étaient payés, ils achetaient les bons de trésor. Donc c'était merveilleux. Donc on a vu apparaître les États-Unis contents d'avoir ce fournisseur génial, puis ensuite inquiets de voir que le fournisseur devenait plus gros, puis aujourd'hui rival, puis peut-être un jour les dépassant. Donc on a le deuxième élément de cette crise qui est le conflit chinois, États-Unis-Chine. Le troisième élément qui apparaît, ça date cette fois-ci de 2007-2008, c'est la crise financière américaine, qui était peut-être une façon aussi pour les États-Unis de se gonfler par rapport à ce conflit de tension entre le gros PIB américain versus le grossissant PIB chinois. Et donc, on a eu une crise financière qui était dans la crise de subprime, qui est devenue aussi une pandémie de l'époque, qui n'est pas encore sortie. 3 ans, 4 ans après, on a une autre crise, qui est une crise, cette fois-ci financière européenne, qui est la crise des pays du Sud. Bon. Et donc, toutes les fois, on a une série d'éléments et on a une poupée qui gonfle, et cette poupée qui gonfle, en réalité, ce sont des dettes qui gonflent, des problèmes qui gonflent. Et aujourd'hui arrive une espèce de super élément qui est la crise sanitaire. Cette crise sanitaire arrive dans une situation très particulière parce que c'est une crise qui tue plus d'emplois que de gens. Une crise sanitaire, c'est vrai, c'est une crise avec des millions de personnes atteintes, avec des centaines de milliers de morts, et avec des millions de chômeurs. Ouais. Et donc, on a un mécanisme nouveau qui se met en place, c'est-à-dire une espèce de caisse de résonance dans la crise que nous vivons, qui, effectivement, par rapport à une fragilité que nous avons depuis des années de conflits, de tensions, de dettes, pour essayer d'avancer quand même, on a en plus aujourd'hui quelque chose qui nous percute de la droite, qui est la crise sanitaire. Et cette crise sanitaire révèle toutes les fragilités, toutes les fractions.
Elle révèle évidemment les problèmes que nous avons sur l'information, les techniques d'information chinoises. On voit également les problèmes de tension entre la Chine et les États-Unis. On voit la dette qui apparaît partout aux États-Unis et partout. Et on voit au fond une révélation en grandeur réelle, en quelques mois, de toutes nos fragilités, de toutes nos tensions. Donc au fond, cette crise-là est une crise sanitaire, monétaire, sociale, politique, et aussi une illustration des fragilités que nous avions et que nous avions mises de cette manière sur le tapis. Et aujourd'hui, donc, c'est un révélateur, encore plus économique et social de nos fragilités que une crise, en quelque sorte, sanitaire classique qui, par rapport à l'histoire, n'a pas fait tant de morts que ça. Je suis cynique, hein, évidemment, les morts, c'est un drame, etc. Mais c'est un drame plus économique et financier qu'un drame sanitaire. Et en plus, et je finis là-dessus, ce qui se passe et qui est en train d'apparaître, c'est qu'on a vu que le périple du virus, c'est la Chine, puis l'Italie, l'Espagne, la France, les États-Unis, et maintenant les pays émergents. Les pays émergents, avec des statistiques qui arrivent, parce qu'ils étaient en retard de statistiques, et on voit bien les problèmes qu'ils auront, et qui sont des problèmes plus graves chez eux, à la fois sanitaires, économiques, humains et financiers. Donc on a aujourd'hui une autre, à mon avis, salve qui apparaît, qui est la salve du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, des pays comme le Nigeria, des pays exportateurs de pétrole, etc., etc. Donc on a effectivement une pandémie économique et sociale qui est vraiment très grave. C'est ça. Puis en plus, certes, ça révèle une situation telle qu'elle l'était, mais il y a aussi un côté probablement accélération, puisqu'en fait, il y a des tas de choses qui sont en train de s'accélérer, voire de se transformer. Et c'est peut-être ce qui crée ce sentiment anxiogène chez beaucoup de personnes, et la raison pour laquelle on est content d'avoir ton avis, c'est du coup, qu'est-ce que ça risque d'engendrer? Alors, on est dans des scénarios seulement, parce que forcément, c'est très, très difficile. Mais c'est peut-être cette incertitude qui est anxiogène. Et qu'est-ce que toi, ta vision d'économiste, permet d'imaginer par rapport à ça ou... Ce qui se passe, effectivement, c'est qu'on est dans une phase d'incertitude, tout simplement parce que l'on a tout qui est possible. On a en même temps un processus d'amplification avec la banque et la finance. Donc aujourd'hui, on a des interrogations qui apparaissent, bon, et on a, par exemple, hier, un chiffre négatif sur les prix aux États-Unis, et donc on dit c'est la déflation qui arrive. Bon, avant-hier, on avait des chiffres négatifs, on a également des chiffres très négatifs sur la croissance, etc. Et donc on a des chiffres négatifs, et à ce moment-là, la bourse se dit c'est l'horreur, sauf que 2 heures après ou 1 heure après, on dit tiens, il y a un peu moins de malades. Et donc on est dans une situation dans laquelle nous avons effectivement toute une série de chiffres pour nous sortir d'affaires, bon, mais ces chiffres nous aident moyennement, tout simplement parce que ces chiffres ne sont pas sûrs, et parce que ces chiffres traduits en économie et surtout en finance sont parfois amplifiés dans un sens et 2 heures après dans un autre. Et c'est bon donc pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui permettra d'apaiser et de baliser le futur est extrêmement important, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Ça permet de rebondir sur, quand on avait préparé cet entretien, sur le fait de dire, tu sais, le post-Covid dont on parle beaucoup, et toi, tu m'as dit un concept que j'ai trouvé particulièrement pertinent. Est-ce que tu peux en parler? Alors, pourquoi ne pas parler de l'après-Covid, d'ailleurs? Oui, tout simplement parce qu'on a le sentiment qu'il faut tourner la page, quoi. C'est tellement insupportable, le Covid, que dès qu'on est déconfiné, on est dans l'après-Covid. Mais ça n'est pas vrai. Parce qu'on ne sera que après Covid, le jour où l'on aura résolu le problème, comme avec la rougeole, la variole ou la grippe. C'est-à-dire qu'on saura, grosso modo, se vacciner, se soigner et ne pas en mourir. Dans 1 an et demi ou 2 ans, quoi. Pour le moment, on ne sait pas. Et pour le moment, on dit 2 ans, 6 mois, 3 mois, etc., tout simplement parce que l'on veut l'après-Covid. On veut pouvoir sortir et pouvoir, en fait,
réduire le risque de l'autre, le risque de la proximité dans un bureau au travail, parce que nous n'avons pas des économies qui savent faire avec l'éloignement. Nous sommes des économies de la proximité, nous sommes des économies de l'échange, nous sommes des économies du travail ensemble, etc. Donc nous avons effectivement, par rapport à ça, une certitude radicale. Et donc on dit, écoutez, c'est l'après-Covid, et comme ça, on est tranquille. En réalité, on est dans l'avec-Covid. Et l'avec-Covid, c'est au moins 1 an, 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire avec Covid? Ça veut dire qu'il faut vivre avec les entreprises et les bureaux qui devront se réorganiser et se restructurer. Bon. Pour les bureaux, on peut se dire que une bonne partie des activités peut être téléportée, hein, et que d'une certaine manière, les bureaux pourraient se réorganiser plus vite. On voit à l'heure actuelle que 60-70% des activités de bureau pourraient être télé-gérées. Bon, alors, donc il y aura des points de sécurité, etc. Mais là, c'est d'une certaine manière l'endroit le plus gérable. L'endroit ensuite qui arrive, ce sont les usines pour lesquelles effectivement il va falloir restructurer, réorganiser, en disant il va falloir faire venir les gens non pas ensemble, mais peut-être les éloigner. Plus éloignés, oui. Les éloigner avec mais à ce moment-là, les espaces doivent être plus grands, donc les coûts de production doivent être plus importants. Donc nous avons, face à ça, une augmentation a priori de 10% des coûts de production au minimum. C'est clair. Sauf si on fait venir des robots. Et donc d'une certaine manière, le robot est une façon de gérer avec Covid. Mais le robot, il faut le former, il faut le produire, former les gens, et puis lâcher. Voilà. Bon, mais d'une certaine manière, on peut se dire qu'il y a un paquet, d'une certaine manière, de l'activité économique qui est de l'activité service, qui peut être gérée assez vite, une autre partie qui est plus compliquée et plus chère, et qui est l'activité industrielle. L'activité commerce, elle, est effectivement encore plus atteinte, parce que le petit commerce, par construction, il ne peut pas gérer l'éloignement. Le très grand commerce, à mon avis, va souffrir. Et donc, on est dans une phase de moyen commerce plus Amazon. Et donc, on est dans une phase d'e-commerce, quand il va se mettre en place, avec derrière des changements considérables, des restructurations et des réorganisations, donc des coûts. Et on voit bien que l'avec Covid doit être considéré et étudié aujourd'hui. Comment est-ce que je vais avoir des nouveaux bureaux? Comment je vais avoir de nouvelles usines? Comment je vais avoir de nouveaux commerces? Et on voit bien à quel point tout ceci est. Donc, c'est déjà, à mon avis, dans les esprits, en disant, voilà ce que je vais faire. Et beaucoup se disent, mais je ne pourrai pas le faire. Parce parce que qu'est-ce que c'est qu'un petit restaurant où on doit espacer les gens? Il ne peut pas vivre. Qu'est-ce que c'est? Donc, il va y avoir des activités qui, a priori, sont mortes. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la mortalité sera considérable et des gens vont se dire, mais je ne m'en sortirai pas. Et ça n'est pas quelque chose qu'on pourra gérer avec de l'argent. Il va y avoir, à mon avis, des fermetures qui vont se mettre en place, tout simplement parce que il va y avoir des unités qui ne pourront pas gérer l'éloignement. Alors peut-être qu'on pourra avoir des petites, maintenant des gens qui vont s'installer et avoir à la place des restaurants trop petits. Mais partiellement, il y aura des adaptations, mais ce sera pas pour tout le monde. Et surtout avec des coûts énormes. Des coûts énormes. Ça veut dire que les systèmes de prix vont changer. C'était la question que j'allais te poser après. Voilà. Comment les systèmes de prix vont changer et globalement, quelle est ta vision sur justement l'inflation et l'évolution des prix liés à cette transformation nécessaire et obligatoire dans certains cas? Dans la vie courante, on a à la fois des prix qui montent et des prix qui baissent. Toujours. Ouais. On a des prix qui montent, les prix des services particuliers, et les prix qui baissent parce qu'on a l'industrie. L'industrie fait baisser les prix, les services font monter les prix, de manière générale. Et il y a un peu plus d'inflation parce qu'on fait monter des services. Et il y a de moins en moins d'inflation parce que l'on industrialise les services, parce que l'on fait faire
en Inde ou en Chine, des choses qui étaient auparavant faites ici. Donc, la bataille de l'inflation, en fait, c'est une bataille entre inflation et désinflation. Oui. Bon, pour le moment, quand on regarde le monde qui apparaît, avec d'un côté les services, de l'autre côté l'industrie et le commerce, on peut se dire que les services, eux, pourraient sans doute avoir des baisses de prix. Tout simplement parce qu'ils auront plus de concurrence en quelque sorte qui va se faire entre, euh, entre espaces délocalisés, et aussi parce qu'ils n'auront plus les bureaux. Il va y avoir, à mon avis… Ah oui, il y a des coûts structurels qui vont changer et réduire. Donc, quand on dit aux gens, au lieu de venir, par exemple, tous les jours au bureau, vous venez un jour par semaine, par exemple. Et effectivement, les coûts de production, les coûts de bureau vont diminuer, et on va avoir l'idée que il y aura un bureau pour tout le monde, il y aura un bureau pour chacun, mais ce ne sera pas son bureau. Ouais. Donc, il y aura des rotations qui vont se mettre en place, et à mon avis, nous allons avoir une surproduction de bureaux qui va se mettre en place. On peut imaginer ça. Donc, un impact sur l'immobilier professionnel, peut-être aussi, d'ailleurs. Considérable. Considérable. Sur le coût, les prix. Considérable. Et en plus aussi sur l'immobilier urbain en général. Donc, les prix vont baisser. Oui, ça, tu pourras en reparler parce que on entend tout par rapport à ça sur le prix de l'immobilier. Non, je sais, mais parce que je te disais tout à l'heure, il y a la bataille entre les prix qui montent et les prix qui baissent. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des prix qui vont, à mon avis, baisser, qui pourront baisser dans le service. Dans l'industrie, c'est une autre histoire. Parce que dans l'industrie, aujourd'hui, il va y avoir des prix qui vont augmenter tout simplement parce qu'il va falloir que j'étende les structures de production. Et donc, que je m'organise, qu'au lieu d'avoir deux équipes qui se suivent, il va falloir que j'organise entre 10 minutes, l'une arrive et puis l'autre. Ouais, voilà. Il va falloir que je nettoie, il va falloir que je lave, il va falloir que toute une série d'éléments. Et puis ensuite, il va falloir que à mon avis, achète des robots en lieu et place. Il va y avoir des surcoûts de l'entre-deux. Et puis ensuite, des économies qui vont se mettre en place quand j'aurai davantage robotisé. Je n'imagine pas qu'on va rapatrier des choses de Chine. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais on pourra en faire des morceaux, on pourra refaire des morceaux, et on pourra redesigner une partie des choses. De telle sorte que la partie chinoise, en quelque sorte, soit faite, et qu'ici, il y ait davantage de montage, choses comme ça. Donc, il va y avoir des chaînes de production dans lesquelles les allers-retours que nous regardions vont se supprimer, tout simplement parce que ces allers-retours sont, économiquement coûteux, fragiles, plus écologiquement problématiques. Donc, on a à voir tous ces éléments-là, ce qui fait que l'industrie, à mon avis, dans un premier temps, peut être plus inflationniste qu'avant. D'accord. Ce que tu veux dire quand même, excuse-moi de t'arrêter un petit peu, c'est que ça veut dire qu'il y aura une transformation profonde de l'industrie, parce que tu parles de chaînes de valeur, de logistique différente qui ne se fera pas du jour au lendemain, de réinvestissement avec une mécanisation beaucoup plus forte, et tout ça, c'est une véritable transformation qui va prendre quelques années, mais profonde. C'est ce que j'appelle le avec Covid. Ouais. C'est-à-dire que avec le Covid, c'est-à-dire que je suis dans l'automobile. L'automobile, à l'heure actuelle en France, a arrêté de produire à 90%. Bon, elle va se remettre à produire, mais elle ne peut pas se remettre à produire pareil. Non. Donc, il va y avoir un mécanisme à la Tesla, ouais. C'est-à-dire avec énormément de robots et au fond, des vérificateurs, des gens qui vérifieront si les choses se mettent en place. Et après, il y aura des chaînes qui se mettront en place. Et puis ensuite, on fera venir des robots nettoyeurs, des robots ultraviolets. Et donc, on a cette logique-là. Alors, bien, ça n'est pas possible partout. Par exemple, dans l'immobilier, on voit bien que l'immobilier ne peut pas fonctionner comme ça. Sauf si on a des structures d'immobilier dans lesquelles la partie préfabriquée deviendrait plus importante. Donc, on voit bien. Mais tout ceci, ça prend des années. Oui. Tout ceci prend des années. Ça veut dire qu'également, il faut changer les normes. Ça veut dire qu'il faut changer les normes dans lesquelles nous sommes. C'est pour ça que je propose d'ailleurs un moratoire complet sur les normes,
étant entendu que c'est pas la peine de dire il faut que les choses se fassent 2 mètres d'intervalle, 5 mètres 50 d'intervalle, on arrête les normes et on regarde comment ça se passera. Ouais, ce Et serait après, ça. Oui, c'est vrai. non, mais c'est extrêmement important. C'est pas la peine d'organiser des surcoûts et des interrogations alors que nous ne savons pas vraiment à quoi les choses vont ressembler. Je continue toujours parce que la veille Covid, c'est quand même quelque chose qui est profondément destructeur d'emploi, Oui. modificateur d'emploi, délocalisateur d'emploi, relocalisateur d'emploi, mais il y a aussi des gens qui vont perdre leur boulot, tout simplement parce que l'entreprise n'a pas pu tenir, parce que la PME n'a pas pu résister, parce que le commerce n'a pas pu tenir, et aussi parce que les gens n'ont pas été suffisamment formés. Oui. Et donc, en quelque sorte, l'avec Covid, c'est-à-dire la période qui s'ouvre et qui va durer 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand on lit la presse à l'heure actuelle, quand on lit, tout le monde devient virologue. Bon, moi je ne le suis pas. Mais on voit bien que, en fait, on a eu des maladies qui venaient d'animaux, des zoonoses. Les zoonoses, on en avait tous les 2 ans, 3 ans. Simplement, cette fois-ci, on se rend compte que les zoonoses prennent de l'avion plus vite qu'avant et qu'elles viennent de Chine plus vite qu'avant. Donc, on a aussi ce nouveau risque qui apparaît. L'accélération. L'accélération, mais qui évidemment fragilise la Chine, qui peut arrêter les gens, qui nous fragilise, et qui fragilise également des pays, en particulier les émergents, dont on ne parle pas, jusqu'au moment où il y aura les faillites de pays. Oui. Parce que les faillites de pays commencent. Oui. À quel endroit, par exemple, il y a déjà des faillites enfin, on sait qu'il y en a qui sont l'Italie, mais c'est le premier. Non, mais il y a le pays qui a fait officiellement faillite, qui est petit, c'est le Liban. Le Liban, oui. Liban, mais c'est petit et c'était prévisible. Mais il y a à l'heure actuelle un pays qui a perdu à peu près la valeur de sa monnaie a perdu 20-25% depuis janvier, et la valeur de sa bourse 30%, qui s'appelle le Brésil. Oh là là. Un autre, à peu près pareil, moins 30, qui s'appelle l'Afrique du Sud. C'est des gros pays, c'était les BRICS des deuxièmes. Voilà. C'est pour ça que le Brésil, à mon avis, alors après je ne peux pas parler des petits, mais le Brésil est à moins 30, la Russie est à moins 25 sur la bourse, moins 15 à peu près sur la monnaie, Brésil, Russie, Inde. Pour le moment, ça tient à peu près, parce qu'entre autres, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ils essayent, l'Inde se dit, je pourrais rapatrier une partie des activités qui ne viendraient pas des États-Unis, qui ne viendraient pas de Chine, je pourrais prendre chez moi. Et l'Afrique du Sud, elle, est en difficulté. Donc, on a effectivement, dans ces grands BRICS, on en a au moins 3, 4 qui sont effectivement en difficulté majeure. Ils sont dépendants du pétrole aussi. Il y a un effet pétrole là-dedans aussi. Simplement, il n'est pas là. Il est un peu avec la Russie, Et le Brésil. Non? Oui, un peu avec le Brésil, c'est vrai, mais c'est vrai. Et le Brésil est atteint aussi par tout ce qui se passe sur les produits agricoles. Ah oui. On a une baisse des prix des produits agricoles. Une baisse des prix des produits agricoles. Quand on étudie en France, on se dit les prix agricoles parce que tout le monde dit le bio est plus cher. Oui, d'accord. Mais tout le monde ne mange pas du bio. Et en particulier le soja. Baisse de prix. Il y a toute une série de produits agricoles. Et les produits, le bœuf, tout ça, le cochon, les prix baissent. Pourquoi est-ce que les prix baissent? Tout simplement parce qu'il y a du chômage. C'est là que j'ai mon problème. C'est la boucle que tu expliquais tout à l'heure. Est-ce que le fait qu'il y a un impact social, on ne va pas affaiblir à terme la demande? Et donc, c'est ça? C'est ça mon problème entre inflation et déflation. Il y a des mécanismes inflationnistes, clairement, mais quand on a, à l'heure actuelle, 15, 20, 25% de chômeurs, effectivement, la demande est atteinte. À l'heure actuelle, il y a des prévisions qui sont sorties sur l'Afrique du Sud, officielles, qui font 2 cas, et il y a un cas pessimiste où il pense qu'il peut y avoir un taux de chômage de 50% de la population normale, la population en sorte officielle. Classiquement employée, oui.
classiquement employé. Ça veut dire que ce sont des pays qui sont des bombes. Et donc, et dans tous ces pays-là, on va avoir une explosion du chômage. Donc, dans les pays où il y a l'explosion du chômage, la demande est effectivement s'effondre. Nous avons à l'heure actuelle, avec le Covid, une baisse de l'offre et une baisse de la demande. La demande baisse beaucoup plus fort que l'offre. C'est ça et c'est cette baisse de la demande qui est plus forte que celle de l'offre qui fait que l'on a un mécanisme déflationniste puissant. Alors, peu à peu, les gens vont revenir, peu à peu, etc. Et c'est bien ça qui est en jeu. Et c'est pour éviter ce mécanisme de la baisse de la demande et de la baisse de l'offre que on a parlé tout à l'heure, les soutiens qui se mettent en place, les soutiens budgétaires, les déficits budgétaires, les problèmes monétaires, pour éviter que tout s'effondre. Parce que quand tout s'effondre, c'est 29 empires. Écoute, je ne voudrais pas trop te prendre ton temps, donc si tu veux bien, tu sais, j'avais reçu quelques questions, peut-être te les poser, parce que alors, il y en avait une première qui a été posée par Jean-Baptiste de mémoire, d'Idinvest, oui, qui parlait des banques centrales, parce qu'il a vu que les banques centrales, notamment la Fed, la BCE, ont très fortement élargi leur champ d'intervention, et il me dit, il te pose la question, que pensez-vous de cette évolution, et comment les choses peuvent-elles se rétablir ou se normaliser avec le temps? La réponse, c'est avec le temps. La réponse est rapide, c'est avec le temps. 2, il n'y a pas que la Banque centrale européenne et que la Banque centrale américaine. Toutes les banques centrales essayent de faire quelque chose. Toutes. Simplement, il y en a les grandes, les petites et les moyennes. Les petites essayent de soutenir leur économie et autres, mais en Afrique, par exemple, c'est vite vu. Ah oui. Tout simplement parce qu'elles ont des problèmes de trésorerie. Et donc, on commence à avoir des problèmes de trésorerie dans beaucoup de pays. Et ensuite, non seulement ils ont des problèmes de trésorerie, mais très souvent, ils ont des économies qui sont endettées en dollars. Donc, celle-là, eh bien, welcome. Donc, on va avoir une série de faillites de pays. Bon. Et on va voir les agences de rating dégradées. Donc, pour répondre, les petits pays avec des petites, c'est pas méchant ce que je dis, mais les petites banques centrales font leur possible, mais c'est un possible limité. Ensuite, on a les moyens pays où les banques centrales essaient de faire des choses. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a un pays dont on ne parle pas, qui est le Japon. La banque centrale japonaise achète tout. Elle achète toute la dette japonaise, qui est égale à 2,3 fois le PIB japonais. Ouais. Elle achète les obligations des entreprises privées. Elle achète les actions des entreprises privées. La Banque centrale japonaise est le premier actionnaire d'à peu près 40 à 50% de la bourse du Japon. Mais depuis des années. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas inquiets? Tout simplement parce que c'est des gens c'est de l'argent que les Japonais prêtent au Japon, sachant qu'ils ne sont pas payés, ils ne sont pas remboursés, mais c'est entre Japonais. Donc, en quelque sorte, on a une banque centrale qui joue le jeu depuis 30 ans. Ensuite, on arrive à une autre banque qui est la Banque centrale européenne, qui, elle, effectivement, achète des bons du trésor, achète des obligations, maintenant achète des obligations risquées à yield, et se met largement à soutenir l'activité économique. Elle fait ça depuis pas mal de temps. Elle a commencé avec Draghi. Oui. Et quand il y a eu la crise grecque, puis italienne, grecque, puis espagnole, puis portugaise, espagnole, pour éviter que ça devienne italien, effectivement, Draghi a acheté et fait baisser, donc avec ça, le quantitative easing fait baisser les taux longs. Donc les banques centrales, comme la Banque centrale européenne, fait baisser le taux court à 0, et les taux longs à très peu. Et donc elles rachètent en particulier des bons du trésor allemands qui sont à l'heure actuelle rémunérés à moins 0,5. Ouais. Oui. Et tout simplement parce que quand les gens ont peur, ils achètent quelque chose qui rapporte rien. Bon. Même ils payent pour être protégés. Et en Italie, donc l'Italie est dans une situation extrêmement dangereuse. Dangereuse. Avec un ratio de PIB
dette sur PIB qui est à 130% ou 140% avant le Covid. Mhm. Et donc, elle a une rémunération de cette dette qui est de l'ordre de 1,7, 1,8, 1,9% actuellement, avec l'aide de la Banque centrale européenne. Ouais. S'il n'y avait pas cette aide, à ce moment-là, vous avez, à mon avis, une crise et les gens sortent, ils ne veulent plus de cette dette. C'est-à-dire que, grosso modo, ça passe ou ça casse. Grosso modo, c'est pas qu'est-ce que donnerait les bons de trésor italiens si la Banque centrale n'achète plus. Et donc, en disant, ça monterait à 200, etc. Non, ça fait faillite. Ouais, c'est sous perfusion et sur terre, ça meurt, en fait. Voilà, c'est pas, ça ne se dose pas. Ouais, je comprends. Et c'est la même chose, entre parenthèses, c'est la même chose pour la France. Quand on dit, vous avez remarqué que la France, c'est 0,01, vous voyez que finalement, c'est pas si grave. C'est pas si grave parce qu'il y a la Banque centrale européenne. Et alors, cher ami, tu es un épargnant, bon, d'accord. Tu te dis, mais où est-ce que je vais mettre mon argent? Alors on dit, tiens, vous pouvez le mettre en obligation allemande, ça rapporte moins 0,6. Tu te dis, bon, non merci. Donc, vous dites, je voudrais quelque chose qui rapporte un peu plus. Alors vous dites, vous avez des obligations italiennes qui rapportent un 9. Alors on dit, non merci, parce que c'est trop. Alors vous dites, mais la France, 0,01. Alors vous dites, 0,01 pour la France, alors que quand même, elle a un déficit budgétaire important, elle a un déficit budgétaire qui va augmenter, elle a une dette, la dette, le rollover de la dette, c'est 130 milliards l'an. Rééchelonnement, ouais. Le rééchelonnement. Et le rééchelonnement de la dette, c'est 130, plus 150 aujourd'hui, ça fait 280 à trouver. Ouais. Donc, il faut trouver 280 milliards. Okay, et donc, est-ce que vous en voulez ou pas? Sachant que ça rapporte 0,01, 0,02. La réponse, c'est j'en prends à 0,02 parce que je sais que la Banque centrale européenne va en acheter aussi. Ouais. Si je pense que la Banque centrale européenne dit écoutez, cher ami, que vous fassiez des efforts, vous ne faites pas de réformes, etc., à ce moment-là, on a une crise. Et c'est là qu'on a le problème qui est arrivé depuis le 5 mai de cette année, à savoir la crise juridique qui est arrivée avec la Banque centrale, qui est arrivée avec la Cour de justice allemande, qui a dit à la Banque centrale allemande, vous achetez trop de bons du Trésor allemand et autres. Ah oui. Et ça date du 5 mai. Alors depuis, il y a des interrogations, des questions, etc., etc. Mais si la Banque centrale allemande ne peut plus acheter de bons du Trésor allemand et autres, à ce moment-là, on a une crise qui se met en place ici. Donc on voit bien à quel point, donc, pour répondre, toutes les banques centrales achètent, et dans les banques centrales petites sont au maximum, la banque centrale japonaise, au max, ouais. Japonais, la banque centrale européenne, elle est bloquée aujourd'hui par la loi. Alors, il manque une banque centrale, qui est la banque centrale américaine. Les banques centrales américaines achètent tout. Et pourquoi elles achètent tout? Parce qu'elle est aux États-Unis. Et qu'on se dit, les États-Unis, c'est le plus grand pays, c'est le premier pays, et en particulier, il y a quelque chose qui s'appelle le dollar. Et donc, en réalité, derrière la banque centrale, il y a le dollar. Et on se dit, un jour ou l'autre, peut-être qu'il y aura des problèmes sur le yen, un jour, peut-être des problèmes sur, etc. Mais des problèmes sur le dollar, pas possible, puisque c'est la monnaie mondiale. Et donc, on a bien une hiérarchie, en quelque sorte, des banques centrales qui est derrière la hiérarchie des monnaies. Et d'ailleurs, la deuxième question qui a partiellement répondu, c'est Jenny qui nous posait la question, la Banque centrale européenne peut-elle faire faillite? Oui. Enfin, faillite, non. Elle peut être en déficit, oui. D'accord. Et parce que... Non, mais le petit problème, je réponds. Vas-y. La réponse est technique. C'est que, grosso modo, la Banque centrale européenne, aujourd'hui, prend des produits de plus en plus risqués. Oui. Elle achète des produits de trésor risqués, hein,
qui sont les bons de trésor grecs et les bons de trésor italiens. Elle achète des obligations d'entreprise, elle achète des obligations high yield, donc des obligations risquées. Donc, si ça ne tourne pas bien, elle peut perdre de l'argent. Sachant que pour le reste, à savoir l'argent qu'elle finance, qu'elle achète, quand elle a à peu près de mémoire d'avoir 3 000 milliards de bons de trésor, ces bons de trésor, ça rapporte rien. Si elle a quelques milliards, 100, 200, 300 milliards ou 400 milliards de bons de trésor allemands, ça rapporte rien puisqu'ils sont négatifs. Donc en réalité, elle a un coût d'exploitation générale qui est très tendu. Et elle a un bilan qui est même tendu. Alors, est-ce qu'elle peut être en perte? Oui. Est-ce qu'une banque centrale peut être en perte? Oui. Est-ce que ça c'est déjà vu? Oui. Est-ce que ça pose un problème? Oui, si ça ne dure pas. Et à ce moment-là, on dit, tiens, Banque centrale européenne, personne n'en parle, ce que je dis, mais vous êtes en perte. Alors qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit, ne vous inquiétez pas, je vais me refaire. Bon. Et si la reprise économique se met en place, elle se refait. Oui. Mais si ça ne se produit pas, il faut qu'elle se recapitalise. Et donc, elle va dire, Madame l'Italie, Madame la France, Madame l'Allemagne, voilà, redonnez-moi. Ce qui est obligatoire. Et à ce moment-là, il y aurait des problèmes du style, Banque centrale européenne, vous prétendez être indépendant, vous devez l'être, et en même temps, vous êtes tributaire de vos actionnaires parce que vous avez eu des pertes. Mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on comprend bien à quel point la Banque centrale européenne dit ne vous inquiétez pas, je continue et ça va se développer comme ça dans le temps, tout simplement parce qu'elle a une vision très longue de son actif, de son passif en disant ça va marcher. Mais effectivement, si on est inquiet, et si on a une détérioration, et par exemple, on a un problème sur l'Italie, à ce moment-là, on a un problème sur la Banque centrale européenne. C'est vrai. Donc toujours, Janie, elle disait justement le poids de la dette qu'elle voit bien peut engendrer des troubles socio-économiques, voire même des révolutions. Dans le passé, il y en a eu. Qu'en pensez-vous? Elle te demande en gros, voilà, t'as vu. Voilà. Il y a plusieurs solutions. En France, par exemple, on a toute une série de propositions un peu politiques à l'extrême gauche. Et qui disent, écoutez, j'ai une solution pour la dette, on ne la rembourse pas. Oui, on a entendu ça, oui. Oui. Bon, simplement, si on dit, alors il y a plusieurs façons de dire ça, on ne rembourse pas les obligations qui sont détenues, les obligations françaises, par exemple, qui sont détenues par la Banque centrale européenne, on les oublie. Donc on fait un write-off, actif-passif, et bof. Bon. Ça pose un énorme problème de crédibilité quand même du système. Ah bah oui, et dans le long terme, c'est-à-dire qu'après, c'est mort, on ne peut plus emprunter. Donc c'est comptablement possible, mais financièrement compliqué, en termes de crédibilité. Deuxièmement, si on dit, on oublie, à savoir les gens, les Français qui ont des obligations françaises, il n'y en a plus, ou il y en a la moitié, c'est comme les emprunts russes, quoi. Les gens vont se le rappeler un siècle après. Ouais. Et donc, est-ce qu'on veut faire des emprunts russes avec les obligations françaises? Le choix est ouvert. Donc, quand on dit on répudie, on annule, on fait un write-off ou on répudie la dette, il y a des problèmes de crédibilité énormes, de longue période, étant entendu que la France, le jour où je répudie aujourd'hui, le lendemain, il faut que je paye les fonctionnaires quand même. Ouais. Mais la crainte, je pense qu'elle est là, c'est-à-dire que le niveau de la dette soit tellement élevé qu'à un moment, notre système socio-économique et assez fortement social par rapport à d'autres pays ne puisse plus être jouable et que ça crée des déséquilibres très forts et qui à terme peuvent engendrer des troubles. Je pense que c'est un petit peu ça la question. Oui. Le point d'équilibre. Le point d'équilibre, il est dépassé. Il est dépassé. Ah oui, le fait que l'on a depuis 30 ans un déficit budgétaire, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose. Quand quelqu'un a une entreprise privée et que pendant 30 ans il est en déficit, ça lui pose un petit problème, quoi. A priori.
Et donc, on dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, ben, depuis 30 ans, je fais du social. Ah bon? Mais si vous faites du social, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous rend flou. Qu'est-ce qui vous rend flou? La personne qui achète des obligations. Qu'est-ce qui vous rend flou? Et pourquoi est-ce que cette personne achète des obligations? Tout simplement parce qu'elle est sûre que l'Europe va tenir et que la Banque centrale européenne la renflouera elle-même. En quelque sorte, on a un mécanisme de super, De back-to-back, oui, presque. oui, mais hiérarchisé. Et donc, on a ce processus-là. Pour le moment, on oublie fondamentalement que, en fait, quand on compare le déficit budgétaire au PIB, hein, c'est un calcul idiot. Quand on dit on a un déficit budgétaire qui est égal à 3% du PIB, à 4% du PIB. C'est comme imaginer 2 secondes que vous soyez soit en déficit et que un déficit personnel, et que je vais dire, je vais prendre ma problème de trésorerie, comparer la situation de la ville. Ah oui. Ouais. Bon, tu me dis, là, je suis en déficit, virgule, mais par rapport à la ville, ou Ça par rapport représente que 2%. à Paris, c'est pas grand-chose. Oui, c'est vrai, mais ça n'a aucun sens. Ouais. Simplement, quand on compare le déficit au coût, on est de l'ordre de 50%. Ouais. 50%, c'est-à-dire que grosso modo, le déficit budgétaire français est à peu près égal, de mémoire, à la moitié des dépenses françaises. Ouais. Donc, au lieu de dire 3%, on dirait 50%. Ouais, c'est-à-dire on vit on vit au-dessus de nos moyens, quoi. On dépense 2 fois trop, en gros. Ça veut dire que les fonctionnaires, les polices, etc., sont effectivement. Alors on dira, mais il y a besoin de la police. Oui. Il y a besoin de la justice. Oui. Il y a besoin de la santé. Oui. Est-ce qu'il y a besoin de tout le reste? À voir. À voir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on repousse un problème de transformation, là encore, qui va peut-être être accéléré avec justement le Covid-19, parce que le système va devoir évoluer. Mais il devra évoluer en quelque sorte par force. Le fait de socialiser des pertes, ce qu'on fait avec des visites budgétaires, est une façon d'organiser d'entretenir de l'emploi. Et cette façon d'entretenir de l'emploi a ses limites. Et ces limites-là, pour le moment, personne ne veut les admettre. Ah non, politiquement, c'est compliqué. Oui. Non, mais politiquement, c'est compliqué, mais c'est politiquement compliqué pour chacun d'entre nous. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, effectivement, le gouvernement, et le gouvernement depuis De Gaulle, De Gaulle, lui, voulait réduire le déficit budgétaire. En République, ça a continué. Breton, à l'époque, s'en est soucié, mais à l'heure actuelle, ça explose. Bon. Et ça explose, alors on dit, mais c'est pas maintenant que vous allez me demander de faire des réformes. Mais quand alors? Ouais. C'est-à-dire que quand ça ira mieux, je ferai des réformes. Je pense que quand les processus sont effectivement de crise, il peut y avoir des questions de crise qui se posent. Et évidemment, on dira c'est le pire moment, au moins que ce soit le meilleur. Ouais, je suis d'accord avec ça. En tout cas, les crises sont assez favorables aux transformations. Je vais poser une toute petite question parce que dans le privé, c'est possible. Oui, dans le public, c'est plus compliqué. Dans le public, c'est plus compliqué. Une toute petite dernière question, je ne voudrais pas trop fatiguer ta voix, et peut-être terminer sur je ne sais pas si c'est plus optimiste, mais changer un petit peu de point de vue. Il y a Jean-Yves Gouret qui nous posait la question. Il y en a un peu marre du pessimisme par rapport au Covid-19. Est-ce que il n'y a pas aussi des opportunités à voir, à imaginer, notamment certains secteurs d'activité qui vont mieux s'en sortir? Donc, est-ce que tu pourrais terminer avec une vision sur ce que tu vois en dehors de la transformation qui peut être positive que tu cites, mais peut-être quelques secteurs que tu vois comme des gens émergents et créateurs d'opportunités? Fondamentalement, ce sont des périodes comme ça où les choses changent. Oui. Et donc, c'est une période de crise, si l'on veut, et de changement possible en même temps. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir également des gens qui vont développer des entreprises petites qui deviendront plus grandes, de travail, de fabrication de choses qui seront livrées aux gens, de télétravail qui vont se mettre en place. Donc, nous sommes dans une période de complète appel à l'imagination. C'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a des crises. Effectivement, Peugeot doit se réinventer, comme on dit.
en attendant que Peugeot se réinvente, il peut y avoir des gens qui se réinventent dans ce garage, ça c'est vu ça. Et c'est cet appel, en quelque sorte, à l'imagination, à la nouveauté, qui est absolument décisif. Et aujourd'hui, effectivement, les gens sont inquiets. Effectivement, les gens sont inquiets en disant, si je sors demain, est-ce que je vais être malade? Si je serre la main de mon voisin, est-ce que je suis malade? Si je rencontre à 1 mètre quelqu'un, est-ce que je vais être malade? Si je m'assieds dans un bureau, est-ce que je vais être malade? Il y a tout ceci qui pèse aujourd'hui. Il y a en plus des gens qui disent, tiens, je viens de prendre 130 milliards de dettes publiques comme ça, là. Donc les sources d'inquiétude, ensuite, le taux de chômage, quand il est passé à 15 ou 16, 17%, il y a des éléments, etc. Les jeunes qui vont ne plus trouver d'emploi, il y a une série considérable d'interrogations, d'inquiétudes. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des risques d'instabilité sociale. Ça, c'est vrai. Et ils y seront. Oui. Mais en même temps, il y aura des gens qui vont dire, mais moi, je fabrique un truc à 3, 5, 10 personnes et dans mon coin, je fabrique un nouvel espace collaboratif, télécollaboratif de travail. Et donc, il va y avoir des éléments qui vont se mettre en place, en particulier dans les services. Je pense que les services sont des éléments qui ont d'une certaine manière relativement moins souffert. Les services d'industrie et les services d'entreprise qui sont délocalisables ont relativement moins souffert que les industries elles-mêmes. Donc, il peut très bien y avoir des déports d'activité ou des restructurations d'activité qui se mettent en place. Alors, donc, il se peut que la publicité traditionnelle souffre, mais qu'il y ait des formes nouvelles de publicité qui se mettent en place, qu'il y a des formes de conseils qui se mettent en place, et des formes de formation qui se mettent en place, de téléformation. Donc, on a des possibilités qui se mettent en place, nouvelles, faire des cours en télécours, qui se mettent et qui appellent des innovations. Et effectivement, le fait que l'on a aujourd'hui une crise de l'espace, c'est effectivement un élément du style comment est-ce qu'on produit dans de nouveaux espaces, au moment, entre parenthèses, où l'on a la solution. Parce que si on ne pouvait pas, nous, discuter à quelques kilomètres d'intervalle, on serait bien embêtés. Oui. Or, on a en même temps un problème et un bout de solution. Donc, c'est ça l'histoire. Et entre le problème et le bout de solution, il y a un truc qui s'appelle l'imagination, il y a un truc qui s'appelle le patron d'entreprise. Le patron d'entreprise, il sert à ça, il sert à trouver des solutions entre le problème et le profit qu'ils arriveront à trouver. Et la conviction des gens, la formation, parce que, je finis là-dessus, il y aura des robots, oui, plus de robots, oui, mais en même temps, si on ne forme pas plus les gens en capital humain, on ne s'en sort pas. On voit bien à quel point les gens qui sortent mieux et qui sortent mieux d'affaires, ce sont les gens mieux formés, dans les entreprises mieux formées, à tout ce qu'on appelle purpose, la raison d'être de l'entreprise, c'est pas la littérature. Et on voit bien à quel point qu'une entreprise qui aura développé sa raison d'être et qui la développera aujourd'hui est une entreprise gagnante. Donc aujourd'hui, il faut effectivement plus réfléchir au futur, plus réfléchir à l'avec pour l'après, pour effectivement réussir. Mais effectivement, il y aura des réussites considérables qui vont se mettre en place. Effectivement, il y a des décombres, comme toujours. Il y aura des problèmes, oui, tout simplement parce que ce sont ceux qui ne bougeront pas. Ce qui ne bouge pas, c'est du tir, c'est du tir à cible fixe. Alors là, vraiment, ça sera grave. En revanche, ce qui innove, ce qui bouge, ce qui change, il y a toute une possibilité qui va se développer, étant entendu que personne n'a intérêt à la crise. C'est-à-dire que, grosso modo, les soutiens que nous avons, les aides que nous avons des gouvernements, des États, etc., donc qui sont des aides un jour à payer, ça prouve bien qu'il y a un intérêt commun à sortir. Et s'en sortir, ça sera par de la croissance. Que cette croissance soit plus verte, oui. Que cette croissance soit plus télé, oui. Qu'elle soit plus innovative, oui. Mais qu'elle soit en même temps plus à capital humain, oui. Plus inclusive. Écoute, Jean-Paul, je te remercie beaucoup d'ailleurs de terminer sur cette touche de capital humain qui est très importante pour beaucoup d'entre nous dans notre club. On en discute beaucoup. On est d'ailleurs pas mal de coachs dans ce club-là, donc on est très attachés
à ce côté-là. Je te remercie tout particulièrement parce que tu vois, j'ai une vision maintenant un peu différente de cette crise-là, aussi bien avec beaucoup de réalisme, hein, voir clairement quelle est la situation, et aussi je retiendrai l'idée que j'adore ton concept de avec le Covid, et qu'effectivement ça dure entre 2 et 5 ans, que c'est aussi une période formidable pour aussi essayer de se transformer, qu'il y aura des problèmes et qu'il faudra s'adapter, et se rattacher aussi à l'innovation, à notre inventivité et au capital humain pour traverser et retourner vers une croissance qui est en fait la solution à tout, qui va permettre de refinancer tout ça. Innovation sociale. Oui, tout à fait dans ce que tu... Ouais. Donc une innovation inclusive. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt. Et je sais que c'était un bel effort pour toi parce que la voix, là, on a tenu pratiquement 1 heure et je me suis laissé déborder par l'intérêt de ton intervention. Donc, je te remercie tout de suite, enfin beaucoup, et je vais terminer l'enregistrement tout de suite et je peux rester en ligne avec toi 2 minutes après si tu veux. Ok? Merci Jean-Paul.